Eh ben mon cochon, en voilà une question. Puis le Cuba. Le Cuba. Je suis un peu dans l'incompréhension, à vrai dire. Car il est vrai que généralement, on met un article défini devant le nom de chaque pays. En effet, on dit la France, la Chine, l'Angleterre, les États-Unis, le Soudan, le Japon et même l'Argentine si vous voulez. On va s'arrêter là parce que sinon on n'a pas fini. Cela étant dit, j'avoue n'avoir jamais entendu parler de le Madagascar ou de le Malte et encore moins de le Cuba. Vous savez, dans la langue française, il n'existe environ que 20 pays, pour être complètement exact, 19, devant lesquels on ne met pas d'article défini. En sachant donc cela, je ne peux m'empêcher de me poser cette question. Pourquoi mettez-vous donc un article défini devant Cuba? Pourquoi vous obstinez-vous à modifier la langue française? Alors je réfléchis. Je me dis bien que vous voulez me faire passer un message. Je me dis que peut-être vous préféreriez que je vous le dise avec un petit accent espagnol. Le Cuba? J'avoue que c'est plus chantant. Mais dit comme cela, ça me fait penser à un mot, ou plutôt une expression française. Un Cuba. Vous savez tous ce que ça veut dire. C'est une action sournoise, une traîtrise. Si c'est là que vous vouliez que j'arrive, je me dois de vous dire quelque chose. Cuba et fidélité ne sont pas les meilleurs copains. Évidemment, si on définit le terme fidélité, on se rend vite compte qu'ils sont antinomiques. Puis réfléchissez-y une minute. Comment voudriez-vous qu'un Cuba nous rende fidèles? Alors, permettez-moi de vous dire que nous ne devons pas vivre dans le même univers. Ou alors, il faut que vous m'expliquiez un peu votre théorie. Mais je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Monsieur le bâtonnier, vous ne le savez pas, mais nous sommes de très bons amis. En tant qu'amis, nous avons une confiance mutuelle, évidemment. Bon. Et à partir de là, imaginons que vous me confiez quelque chose de très personnel, avec comme unique condition de le garder pour moi et de ne le répéter sous aucun prétexte. Et que, malgré mon serment de non-divulgation de votre secret, je me permets de le raconter à qui veut l'entendre. Votre secret est donc mis sur le devant de la scène. Dites-moi, monsieur le bâtonnier, vous n'apprécieriez pas ma trahison? Pensez-vous que ça rendrait fidèle? Et puis, là encore, un problème se pose. C'est censé rendre plus fidèle qui? Vous? Moi? Parce que, une fois de plus, je suis perdue. Bon, on a vu des cas où l'infidélité de l'autre provoquait un changement radical chez nous, mais généralement, le naturel revient au galop. Alors, occultons une minute l'idée que ça vous rende fidèle et concentrons-nous sur moi. Pensez-vous que si nous avons commis une trahison, cela peut nous rendre fidèles? On connaît tous des histoires de rédemption, et honnêtement, en littérature et au cinéma, il y en a à foison. Même Tolstoï, dans son ouvrage Résurrection, y fait allusion. Mais franchement, c'est pas le plus fréquent. Enfin, dans la réalité, j'entends. C'est facile dans une œuvre de fiction, mais dans la réalité, c'est tout de suite plus difficile de faire face aux représailles que ça engendre. Car finalement, dans un film, il y a le gentil, il y a le gentil bat le méchant, et ils vivent heureux jusqu'à la fin des temps. Mais rassurez-vous, on va revenir au sujet parce que je crois que je m'en éloigne un peu. Puis Cuba. Alors Cuba, ça fait penser à quoi? Mais au rhum, bien sûr. Ah, le rhum. Terme générique pour de brûlantes eaux de vie qui nous plongent dans les délires des mythes de tempérance, nous définit Ambrose Bierce. Ah, ce cocktail délicieux. Un peu de cet alcool qui nous tourne boule la tête, un peu de ce soda qui nous rend euphorique, et un peu de ce fruit acide. Et vous voilà servi. Un Cuba livré. Un moment de soleil dans un verre. Et c'est tellement agréable que vous en buvez un, puis deux, et trois, et quatre, et on ne les compte plus, sûrement poussés par vos chers amis Pierre, Paul, Jacques et Jean. Ah ça, je peux vous le reconnaître. Elle est bien belle, votre fidélité de comptoir.
Mais je ne suis pas sûre que vos chers amis vous aient été très fidèles en vous embourbant dans cette situation. Enfin bref, vous voilà maintenant un peu ivre. En sortant du bar, vous cherchez où aller, quoi faire, et vous tombez sur une femme, à peu près dans le même état que vous. Elle vient vous aborder. Bah, c'est la faute de femme qui va être contente. Enfin bref, avec votre coup dans le nez, vous vous laissez séduire. Et voilà, le drame est commis. C'est uniquement le lendemain matin que vous le réalisez en vous réveillant dans ces draps. Vous avez été infidèle. Et pourtant, on vous avait prévenu qu'enchaîner tous ces verres de Cuba n'était pas une bonne idée. L'alcool n'est tout de même pas réputé pour rendre fidèle. Vous le savez pourtant. Puis fidèle. C'est quoi ça, être fidèle? On peut parler de votre chien. Vous savez, le meilleur ami de l'homme. Le chien est le symbole de la fidélité, mais nous le tenons en laisse, comme dit Sauvigny. Parce que oui, la fidélité purement volontaire n'existe pas. Enfin, plus. Ma consoeur vous a parlé de Robespierre. À cela, j'ajoute Saint-Just. Pouvez-vous me dire, le plus sincèrement du monde, la main sur la Bible, que vous en connaissez encore beaucoup, vous, des Saint-Just? Mais bien sûr que non! Il n'y en a plus. Notre société est bien trop individualiste pour cela. Ne vous leurrez pas. Nous ne sommes plus aussi bons. Enfin bref, je reviens à notre histoire de chien. Si on en arrive là avec notre chien, on doit réagir comment avec nos amis, nos conjoints, nos familles? Et encore, là je vous donne que des types de fidélité les plus connus. On peut aussi parler de fidélité envers son gouvernement. Et là, les révolutionnaires ne font jamais preuve d'une grande fidélité. On peut prendre l'exemple du défunt Fidel Castro, qui a préféré s'opposer au gouvernement plutôt que d'y être fidèle. Et tant qu'à parler de Fidel Castro, on peut parler de la fidélité envers ses convictions. Évidemment, il croyait en ce pourquoi il s'était battu. Il avait combattu le régime autoritaire de Batista. Malheureusement, le pouvoir tue la fidélité. Attention, ne vous méprenez pas. Je n'apporte aucun jugement de valeur. Mais il est vrai qu'une fois accédé au pouvoir, plus rien n'importe, que ce soit le peuple ou ses convictions. Et pour cela, je peux vous dire que des exemples, j'en ai à tire-larigot, allant de Staline à Hitler en passant par notre cher Robespierre. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, tous ces révolutionnaires étaient des idéalistes. Et lorsque l'idéaliste trahit son idéal, il perd sa fidélité envers lui-même et tue son entourage. Eh bien oui, la fidélité d'un idéal, quand il est trahi, trahit également son peuple, de par son discours devenu obsolète. C'est finalement l'accession au pouvoir qui a trahi le message de la Révolution. C'est finalement cette accession qui a rendu infidèle la Révolution. C'est finalement avec le pouvoir que l'idéalisme se meurt. Difficile au fond pour ces barbudos de rester puros. Je vous pose une dernière fois la question. Le Cuba rend-il fidèle? Assurément non. Et ce n'est pas M. Davidoff, parti à Saint-Domingue, qui me démentira.